dans des exemples et dans des pratiques précises, mais aussi une réflexion plus théorique et qui aussi va jusqu'à une réflexion sur la sociologie elle-même. Donc c'est une réflexion aussi épistémologique sur ce qu'est la sociologie à travers cette réflexion sur les valeurs qu'elle nous dit. Et donc voilà, il me semble que c'est un livre très important et on est très heureux que cette année nous ayons l'occasion de l'entendre parler de ce travail qui était très attendu, qu'elle nous avait déjà annoncé il y a 2 ans à peu près, et qui voilà, vient de voir le jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudine. Et donc voilà, un peu au pied levé, un peu improvisé, puisque donc je remplace Jean-Marie. Je remercie surtout François Vatin d'avoir en 2 jours fait le nécessaire pour se rendre disponible et pouvoir discuter du livre, qui normalement la séance aurait dû avoir lieu au mois de juin. Cela étant dit, je ne suis pas mécontente qu'elle ait lieu aujourd'hui, parce que bon, le livre est en librairie depuis 3 jours, voilà, donc pour moi c'est une façon aussi de fêter la sortie du livre avec vous. Donc je vais juste préciser que c'est un livre qui est à la fois... le thème est un fil rouge dans un certain nombre de mes travaux et c'est en même temps une nouvelle inflexion. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions de valeur au tout début des années 80 à propos des débats sur la corrida. Et puis je n'en ai rien fait parce que je ne savais pas comment articuler ça avec mes travaux de sociologie de l'art d'un côté et de sociologie de l'identité de l'autre. Et puis, il s'est trouvé que j'ai été amenée à travailler dans les années 80 sur la question de l'opinion publique, de l'opinion plus généralement et de l'opinion publique, sur la question de la pétition. Il se trouve que, j'en parlerai plus précisément, mais à travers mes travaux des années 90 sur les rejets de l'art contemporain, je me suis trouvée en situation d'analyser ces rejets en fonction des types de valeurs mobilisées par les acteurs dans ces controverses. J'ai prolongé cette réflexion dans une enquête de terrain sur la façon dont les chercheurs de l'inventaire du patrimoine choisissent d'intégrer ou pas un élément au patrimoine et toujours dans la problématique des valeurs qu'ils utilisent. Et j'ai fini par me dire que je ne pouvais pas continuer à utiliser une problématique en termes de valeur sans savoir ce qu'est une valeur. Donc je me suis dit, il faut que je m'y colle. Et voilà, et j'ai décidé de me consacrer à une élucidation, même pour moi-même, hein, de cette question de qu'est-ce que c'est qu'une valeur. Et d'où ce livre qui n'est pas un livre de sociologie des valeurs de l'art, même si, de par mes terrains, beaucoup d'exemples sont pris au monde artistique et au monde du patrimoine, mais la description que je propose doit être utilisable dans toutes sortes d'autres domaines. J'ai choisi donc de vous présenter l'ensemble du livre de façon évidemment très rapide, parce que sinon ça pourrait être très long, et de me concentrer un petit peu plus sur l'un des chapitres, puisque François, qui est plus spécialiste de sociologie économique, va davantage s'intéresser à un chapitre qui croise vraiment des problèmes d'adéquation, d'articulation entre la perspective sociologique et la perspective économique. Voilà. Alors, comme je suis sociologue, je pars de l'idée que je n'ai pas de moyen d'accéder à une quelconque définition de ce que serait la valeur en soi, puisque pour les sociologues, on est forcément agnostique de ce point de vue-là, et que tant que nous n'avons pas d'éléments positifs, factuels, empiriques, qui nous permettent d'accéder à nos objets, nous n'avons pas de possibilité d'avoir un discours assertif sur la question de savoir si ces objets et de quelle façon existent indépendamment de la façon dont les acteurs les perçoivent et les font exister. Donc je me situe dans une perspective résolument sociologique et même pragmatique qui consiste à partir de situations d'observation empirique, hein, de matériel empirique, de situations où les acteurs mettent en œuvre des énoncés ou des comportements que nous pouvons raccrocher à des valeurs et à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je ne fais aucune assertion, et je dis ça pour mon ami Pascal en face de moi, sur la nature profonde des valeurs, à savoir la question de leur existence indépendamment de leur expérience par les acteurs. Je n'ai d'autres moyens d'accéder aux valeurs
qu'à travers l'expérience que me fournissent les acteurs. Et du même coup, j'ai décidé que la première partie de ce livre serait consacrée aux formes d'attribution de la valeur, puisque de ce point de vue, disons, proprement sociologique, je n'ai accès, en tant que sociologue, à la valeur ou aux valeurs, et je reviendrai sur le singulier et le pluriel, que dans la mesure où les acteurs fournissent des évaluations. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, puisque les formes d'attribution de la valeur par les acteurs prennent trois formes. Une forme bien connue qui est le prix, c'est-à-dire la mesure plus généralement, et notamment la mesure chiffrée que nous connaissons par le prix. Mais une autre forme très peu connue, je trouve en tout cas, qui commence seulement à être travaillée en sociologie, c'est ce qu'on appelle l'attachement. La façon dont nous sommes attachés à tel ou tel objet manifeste la valeur que nous lui attribuons. Et là, ce sont plutôt des comportements, des actions, des gestes qui nous manifestent cette attribution de valeur. Et la troisième forme d'attribution de valeur, c'est quelque chose que nous connaissons tous très bien parce que notre vie quotidienne en est absolument imprégnée, c'est le jugement de valeur. Ce sont les énoncés qui disent quelque chose de ce que l'acteur pense de la valeur de l'objet en question. Et cette troisième forme passe évidemment par les mots, essentiellement. Donc on a un passage par les chiffres, un passage par les actions et un passage par les mots. Et ce sont ces mots qui évidemment forment l'essentiel de mon matériau. Et c'est essentiellement là-dessus que je travaille. Alors, dans cette première partie qui s'appelle « De l'opinion à l'évaluation pragmatique du jugement de valeur », je m'intéresse au statut de ces énoncés, donc troisième forme d'attribution de valeur, de ces énoncés qui, dans différents types de situations, permettent aux acteurs de donner leur opinion, et l'opinion étant un terme relativement équivalent du jugement de valeur, puisque presque toujours l'opinion est en forme de jugement de valeur. Et donc j'ai un premier chapitre qui s'intéresse au degré de l'opinion et qui montre comment tout le monde, évidemment, n'a pas une opinion sur n'importe quel objet, et que la première modalité de rapport à l'opinion, c'est le silence, qui consiste à estimer qu'on n'a pas d'opinion ou qu'on n'a pas le droit de donner son opinion. C'est-à-dire que le fait même d'avoir une opinion sur quelque chose implique qu'on se sent déjà suffisamment autorisé à le faire. Je cite des exemples de relative interdiction aux filles d'avoir une opinion dans des sociétés traditionnelles. Vous savez que traditionnellement, dans les sondages d'opinion, les sans opinion sont en général les gens les moins cultivés, les moins diplômés, etc. Enfin, il y a une hiérarchie très nette qui fait que tout en bas de cette hiérarchie, il y a le silence de la non-opinion. Et puis, il y a le fait que certains métiers mettent les personnes en question dans une forme d'injonction à opiner, et ce sont notamment tous les métiers de critique d'art, critique littéraire, critique gastronomique, etc., qui sont payés pour donner leur opinion. Alors, une opinion fondée sur une connaissance, une expertise, une habitude, etc., mais une opinion fondée. Et puis, donc là, l'opinion est censée avoir un minimum de certitude. Il y a aussi une autre catégorie de personnes dont l'opinion constitue une injonction professionnelle, ce sont les experts, qui sont tous les gens qui, dans différentes situations, aident à la décision en donnant des points de vue qui, là, sont censés être vraiment la conséquence d'un savoir, d'une connaissance objective. Et c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais je pense que c'est important de le replacer dans le spectre de ces opinions possibles, d'autant plus que la contrainte principale qui s'exerce sur l'expertise, c'est son objectivité, et qu'il y a donc tout un travail à faire, que j'essaye de décrire dans le livre, mais je ne m'y attarderai pas ici, pour rendre l'avis d'expert objectif, pour faire en sorte qu'il aille le plus loin possible dans ce continuum entre la subjectivité et l'objectivité, ce qui fait de l'avis d'expert non pas seulement une parole, mais une parole
active qui va avoir un effet. Par exemple, un expert dans un jury de cinéma va décerner une récompense qui va avoir une action évidente sur le statut de l'objet. Et puis, dernière catégorie d'opinion, c'est celle qui ne s'énonce pas, non pas parce qu'elle n'existe pas comme dans la première catégorie de silence, mais parce qu'il y a une suspension de l'opinion du fait que la personne est censée produire autre chose que de l'opinion, et en l'occurrence du savoir, et c'est le cas donc des scientifiques, dont on estime que ce qu'ils peuvent énoncer ne relève pas d'une opinion personnelle subjective, mais de l'énonciation d'un savoir objectif. C'est le cas aussi des fonctionnaires dont le devoir de réserve les met en position particulière de suspension de leur opinion dans l'espace public. Bon, je trace ce cadre très, très rapidement pour mettre en perspective la question de l'opinion. On a également, il faut s'intéresser aux formes de l'opinion, et notamment différentes formes que connaissent bien les sociologues. L'opinion peut être d'abord spontanée ou sollicitée. Bon, quand on sort d'un film, on dit à la personne avec qui on est allé voir le film « Oh, formidable !» Bon, opinion spontanée. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un sondage d'opinion, l'opinion est sollicitée. Et le statut de cette énonciation n'est pas du tout le même et n'a pas du tout le même degré de pertinence. Ça fait partie des méthodologies de recueil de jugements de valeur qu'il faut avoir en tête. Parallèlement à la forme sondage qui va nous permettre de comprendre la différence entre une opinion spontanée et une opinion sollicitée, il y a également la forme pétition qui, elle, met en œuvre la différence entre une opinion individuelle et une opinion collective. Et la forme pétition est particulièrement intéressante parce que, selon les pétitions, on va insister soit sur la dimension collective, il y aura beaucoup de pétitionnaires, soit sur la dimension individuelle, et on va demander à un tout petit nombre de pétitionnaires très connus d'exprimer leur opinion. Et ce sera donc deux stratégies absolument différentes, l'une par l'individualité, l'autre par le collectif. On a également la forme privée ou la forme publique. La forme privée, donc, c'est l'opinion qui s'exprime dans un cadre interpersonnel, disons, et puis la forme publique, c'est la forme qui fait que nous avons une sorte de caisse de résonance fournie par la technologie de mise en public. Et comme vous le savez tous, ces technologies se sont extraordinairement modifiées avec Internet, puisque il y a encore 20 ans, pour rendre publique son opinion, il fallait passer par l'intermédiation des éditeurs qui acceptent de publier une tribune dans les journaux, etc. etc. Aujourd'hui, nous pouvons rendre notre opinion publique via les réseaux sociaux, et ça a changé radicalement le statut de l'opinion. Je passe sur la notion d'opinion publique parce que ça demanderait un développement trop complexe. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans le livre, mais je ne vais pas développer ici. J'en viens à la sociologie de l'évaluation, qui est une branche de la sociologie qui commence à se développer depuis quelques années. Des sociologues ont eu la très bonne idée d'observer en situation la façon dont se produisent des évaluations, notamment des évaluations d'experts. Il y a notamment le travail de Michèle Lamont aux États-Unis sur la façon dont sont évalués les professeurs. Donc, elle a travaillé auprès de comités académiques, universitaires, pour essayer de dégager les critères qui font que nous sommes promus, évalués, etc., en tant qu'enseignants ou chercheurs. Il y a des travaux sur les critères utilisés par les éditeurs pour sélectionner les livres qu'ils vont publier. Et il y a également, et ça ce sont mes propres enquêtes que je cite dans le livre, des observations de commissions chargées soit d'acheter des œuvres d'art, soit de subventionner des artistes, et j'ai regardé de près comment se font ces choix, c'est-à-dire comment concrètement l'expertise en situation réelle se produit, sur la base de quels critères, avec quel type de modalité de conviction, etc. etc. Je l'ai fait aussi sur la classification des bâtiments au titre des monuments historiques, et la conclusion en étant bien sûr que nous n'avons pas accès en tant que chercheurs à la valeur, nous avons accès à l'acte d'évaluer, et c'est à partir de l'évaluation
comprise comme un acte produit dans des dispositifs particuliers, notamment des dispositifs d'expertise, mais pas seulement, avec des acteurs dotés de statuts particuliers, avec des énoncés dotés de contraintes particulières. C'est à partir de cette donnée que nous pouvons travailler de façon positive, c'est-à-dire de façon empiriquement fondée, sur la valeur comme produit d'un acte d'évaluation. Je passe sur le chapitre sur la différence entre jugement de fait et jugement de valeur. C'est un petit peu technique et je ne veux pas trop m'y avancer, mais j'ai quand même voulu comprendre s'il y a une spécificité proprement sémiotique du jugement de valeur par rapport au jugement de fait, c'est-à-dire s'il y a des fondements proprement linguistiques au fait que entre la pièce est à 20 degrés et il fait beaucoup trop chaud, nous sentons bien qu'il y a une différence de statut énonciatif. Bon, voilà. Et donc je vous passe, mais je suis allée piocher dans beaucoup de théories sémiotiques et la conclusion, c'est qu'il y a quelques très subtils marqueurs de la dimension normative du discours, mais qu'ils sont très fragiles et qu'ils sont fortement contextualisables. Donc voilà, en gros c'est ça, si on peut donner une conclusion des travaux des différents chercheurs spécialisés en sémiotique sur cette question. Donc ça c'est la première partie qui est vraiment une description de ce qu'est un jugement de valeur. La deuxième partie consiste à travailler sur les trois sens du mot valeur, parce qu'à force de me poser la question, j'ai réalisé qu'en fait on utilise le mot valeur dans trois sens différents. Le premier sens étant toujours au singulier, les deux autres sens pouvant être au singulier et au pluriel. Donc le premier sens, c'est ce que j'appelle la valeur grandeur, c'est-à-dire l'importance, la qualité que nous accordons à un objet. La valeur de cette montre, ma montre est chez le réparateur, donc ça ne marche pas, mais peu importe. Voilà, c'est le sens que nous connaissons tous très bien, hein, la valeur grandeur. Le deuxième sens, c'est ce que j'appelle la valeur objet, et c'est le statut d'un objet auquel a été attribuée une valeur, et donc le statut d'un objet en tant qu'il est devenu un bien, hein, au sens un objet de valeur. Ça peut être la même montre, si elle est de prix et qu'elle fait partie d'un patrimoine, ça devient une valeur, hein, dans le patrimoine. Donc ça peut être soit des objets concrets, des biens au sens de marchandises, soit des objets abstraits auxquels de la valeur est attribuée. Ça peut être des états du monde comme la paix, ça peut être la démocratie, ça peut être le travail, enfin bon, toutes ces entités auxquelles nous accordons de la valeur et qui du même coup deviennent des biens. Bon, ça c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, qui est celui qui m'intéresse le plus et sur lequel j'ai consacré l'essentiel du livre, c'est ce que j'appelle la valeur principe, c'est-à-dire les principes axiologiques au nom desquels nous accordons de la valeur à des objets qui du même coup deviennent des objets de valeur, des biens. Hein. Et ces principes, ça peut être la beauté, la moralité, l'authenticité, etc. Nous en avons tout un répertoire auquel je consacre la troisième partie du livre. Si on transpose cette proposition à la linguistique, on voit qu'on est dans la même configuration qu'avec la théorie saussurienne du signe, c'est-à-dire que la valeur au premier sens est la résultante des opérations par lesquelles des valeurs au troisième sens, des principes axiologiques, sont affectés à des objets au deuxième sens, des biens, c'est-à-dire qu'on a des valorisants, ce sont les principes, c'est-à-dire le troisième sens du mot valeur, des valeurs au sens de ce qui valorise, qui sont appliqués à des valorisés, valeurs au deuxième sens, les biens valorisés, et cette application du valorisant au valorisé produit la valeur, c'est-à-dire l'équivalent du signe. Hein. Signifiant, signifié, signe, valorisant, valorisé, valeur. On a, me semble-t-il, la même configuration qui me permet de donner comme définition de la valeur au premier sens du terme. C'est la définition suivante. La valeur, c'est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet. Donc, résultante, on est bien dans un processus dynamique, conséquence d'action.
Et on a bien donc cette dimension de l'action par laquelle on attribue une qualité à un objet qui devient donc une valeur au deuxième sens du terme. On est donc assez loin d'une définition essentialiste de la valeur, mais encore une fois, en tant que sociologue, je n'ai pas accès à une telle définition. Ce à quoi j'ai accès, c'est à la résultante de ces opérations par lesquelles les acteurs font consensus pour attribuer une qualité qu'on va appeler la valeur à un objet qui va devenir une valeur, au moyen de principes axiologiques que nous appelons aussi des valeurs. D'où cette polysémie implique qu'on essaye d'y voir un peu plus clair dans ce que nous appelons valeur. Oui, je préfère revenir à la fin, à la valeur au premier sens du terme, parce que c'est là-dessus qu'aura lieu l'essentiel de la discussion. Je vais donc maintenant m'intéresser au deuxième sens, la valeur objet, ce que les gens valorisent. Et là, on se retrouve dans des objets assez familiers, notamment familiers de la philosophie morale et de la sociologie morale, puisqu'on va se retrouver avec des termes abstraits auxquels est accordée de la valeur, par exemple le vrai, le bon, le bien, le beau, et vous avez tous en tête tout un pan de la philosophie morale qui, de Aristote à Kant, en passant par beaucoup d'autres, se sont intéressés au statut de ces entités axiologiques. La différence, de mon point de vue, étant que je les aborde d'un point de vue non spéculatif, c'est-à-dire que je n'essaye pas de faire la liste de ce que sont les valeurs en elles-mêmes, en soi, dans l'absolu, mais j'essaye de construire inductivement le répertoire de ce que les acteurs utilisent comme principe de valorisation, ce qui est tout à fait différent. Ma démarche est inductive et empirique et non pas abstraite et spéculative. Et par ailleurs, et c'est la chose peut-être la plus importante à dire, ma démarche n'est pas normative, c'est-à-dire que je n'essaye pas au final de produire une liste de ce que seraient les vraies valeurs, les valeurs essentielles, les valeurs que nous devrions observer. J'essaye de produire une liste structurée des valeurs considérées par les acteurs comme devant être respectées. Donc on est bien dans une perspective analytico-descriptive et pas du tout dans une perspective normative. Et je pense que c'est la principale innovation de ce livre par rapport à une grande partie de la littérature sur les valeurs. On peut retrouver un intérêt pour ces valeurs-objets, les valeurs au deuxième sens du terme, dans l'histoire de l'histoire et dans l'histoire de l'anthropologie, dès lors qu'on se dit que finalement, une partie de la littérature historique et anthropologique est une littérature qui s'intéresse aux valeurs. Par exemple, lorsque Norbert Elias fait l'histoire de la valeur de civilité, lorsque Philippe Ariès fait l'histoire de la valeur d'enfance, lorsque Pierre Nora fait l'histoire de la valeur de mémoire collective, etc., etc., on peut réinterpréter une partie de la production épistémologique en fonction de cette problématique des valeurs. J'en viens à ma troisième partie, qui est celle qui m'importe le plus, que j'ai appelée sociologie axiologique, et qui est une analyse des valeurs au troisième sens du terme, à savoir de nos principes axiologiques. Je ne dis pas que les deux premiers sens ne sont pas intéressants, loin de là, mais je pense que c'est ce troisième sens qui a été finalement le moins étudié, en tout cas le moins étudié de façon empirique, et c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, valeurs-principes, au nom de quoi l'on valorise ? C'est ça, ce sont ces principes axiologiques. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on reconnaît une valeur dans ce troisième sens, valeur-principe ? C'est en général que c'est une butée de l'argumentation. Quand quelqu'un dit pour moi, ce tableau est beau, donc il a de la valeur. Bon, la beauté est le principe qui permet d'octroyer de la valeur. Bon. Et en général, ça ne va pas plus loin, parce qu'on pourra bien sûr discuter des critères. Ah oui, mais toi tu dirais qu'il est beau parce que quoi ? Parce que c'est très coloré ou parce que... bon, bref, peu importe. On a toute une série de critères qui sont extraordinairement contextuels, vulnérables au contexte, mais ce ne sont que des critères qui permettent de se mettre d'accord sur le fait que le tableau
est bien crédité d'une valeur de beauté. Bon. Et une fois qu'on a dit qu'il est beau, il a de la valeur. Voilà. Donc, on est dans c'est ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la dimension autotélique de la valeur, c'est-à-dire qu'elle est à elle-même son propre but et qu'elle n'a pas à être justifiée par autre chose qu'elle-même. Bon. Et je donne cet exemple. Si je dis « Ah, c'est formidable, mon frère a enfin trouvé du travail », le travail se trouve être en position d'être une valeur, mais au deuxième sens du terme, c'est-à-dire un bien auquel on accorde de la valeur. En revanche, si je dis « Ah, il est formidable ce tableau, au moins il y a du travail là-dedans ». Bon. Et bien là, le travail se trouve en position de valeur au troisième sens, de principe de valorisation, qui va permettre de valoriser ce tableau parce qu'il y a du travail dedans. Donc vous voyez que le même terme peut occuper des positions différentes dans le répertoire des valeurs. Il peut être en deuxième position, en troisième position, c'est-à-dire en valorisé ou en valorisant, selon le contexte. Et c'est notre connaissance de ce que j'appelle la grammaire axiologique qui fait que nous nous repérons nous-mêmes là-dedans et que nous pouvons tomber d'accord et discuter. Et où discuter et où tomber d'accord. Bon. Alors, ce qui frappe avant tout quand on s'intéresse à ces valeurs principes, c'est d'abord leur pluralité. Bon, là non plus, je n'ai rien inventé, c'est ce que Max Weber appelait le polythéisme des valeurs, le fait que les valeurs sont multiples, qu'elles sont souvent contradictoires, il appelait ça la guerre des dieux, et que c'est un terrain de désaccord, de dissension, etc., d'incompréhension. Et j'en donne pour exemple le colloque que nous avions organisé ici à l'École des hautes études en 2012 avec Jean-Marie Schaeffer et Carole Talon-Hugon, donc c'était vraiment un colloque CRAL, et nous avions invité une quinzaine de chercheurs à nous faire le portrait d'une valeur intervenant dans le domaine de l'art et qui ne soit pas la beauté, parce qu'on a tendance à penser que la beauté c'est la valeur essentielle qui fonctionne dans le domaine de l'art, mais pas du tout. On a pu quand même inviter 16 personnes, donc 16 valeurs qui ont été exemplifiées. Donc on a appelé ça « Par-delà le beau et le laid, les valeurs de l'art ». Vous trouverez ça aux presses universitaires de Rennes, ça a été publié. Donc c'était un exercice collectif pour mettre en évidence la pluralité des valeurs qui interviennent dans un seul domaine, comme le domaine de l'art. On pourrait refaire cet exercice sur tous les domaines de la vie sociale. Alors, si on entre un petit peu dans la matière de ces valeurs, de ces principes axiologiques, on s'aperçoit d'abord qu'il y a deux catégories de valeurs. Il y a les valeurs publiques et les valeurs privées. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que nous pouvons revendiquer publiquement, et il y aura accord sur le fait que c'est bien une valeur. Par exemple, l'honnêteté des hommes politiques. Bon. Et donc, par hasard. Et donc un homme politique pourra revendiquer publiquement dans un meeting, etc., l'importance de l'honnêteté. Et puis, certaines valeurs sont des valeurs au sens où elles sont effectivement suivies et respectées par les acteurs, mais ne peuvent être revendiquées que dans un contexte privé. Par exemple, le souci de maintenir le patrimoine familial, qui est en soi une valeur incontestable. Chacun peut dire dans la famille, écoute, c'est bien parce que là je gagne un peu plus d'argent, ça ira mieux. Mais évidemment, selon les contextes, ça ne pourra pas devenir une valeur publique. Bon, il y a des contextes où ça l'est. Un chef d'entreprise qui revendique le fait de faire du profit, par exemple, peut le revendiquer publiquement. Il est payé pour ça, si on peut dire. Bon, c'est de l'argent privé, donc ça ne pose pas de problème. Ça n'est pas pareil pour un homme politique qui utilise des fonds publics. Bon. Donc, vous voyez comment les valeurs sont hautement vulnérables à la contextualité, qui fait que selon les contextes, la même valeur pourra être en position de valeur publique ou de valeur privée. Et là encore, je crois que nous possédons tous plus ou moins la maîtrise de ces variations, et nous savons plus ou moins à quel moment les gens se placent en situation difficile du point de vue axiologique, c'est-à-dire en situation d'être critiqués sur leur non-observance des valeurs qui sont censées être respectées dans tel ou tel contexte. Alors, je donne toujours oui, alors, valeurs publiques, valeurs privées, il y a aussi des valeurs qui se retrouvent dans certains contextes en position d'antivaleurs, c'est-à-dire de valeurs négatives, c'est-à-dire d'éléments qui vont disqualifier au lieu de qualifier. Alors j'aime bien donner l'exemple de la beauté.
Pour une mère de famille qui recrute une babysitter, la beauté de la babysitter sera probablement une anti-valeur, c'est-à-dire un bon argument pour ne pas la recruter. Si c'est un recrutement d'un ouvrier, ce sera une non-valeur, on ne s'intéressera pas à la question de savoir s'il est beau ou pas. Si c'est un recrutement d'une responsable de communication ou de marketing, ce sera probablement une valeur privée mais pas une valeur publique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas publiquement dire on l'a recrutée parce qu'elle est jolie, mais en privé on dira quand même elle présente bien, c'est mieux pour ce poste. Bon. Et si on recrute une hôtesse d'accueil ou un mannequin, la beauté devient une valeur publique. On pourra dire mais oui, on pourra justifier publiquement le fait de l'avoir recrutée pour sa beauté. Donc vous voyez comment la même valeur, selon les contextes, peut se retrouver soit en anti-valeur, soit en non-valeur, soit en valeur privée, soit en valeur publique. J'ai, dans mes différentes enquêtes, découvert que certaines valeurs, très peu nombreuses, ne sont jamais des anti-valeurs, c'est-à-dire sont invulnérables au contexte, c'est-à-dire sont positives quoi qu'il arrive. Alors, dans les contextes marqués par la gestion de ce que j'appelle les écarts de grandeur, c'est-à-dire lorsque des récompenses sont attribuées à des gens qui font qu'ils sont en position inégale. Bon, par exemple, un prix littéraire, un prix scientifique va produire une hiérarchie où les gens seront inégaux, et donc ça exige des justifications fortes. Eh bien, dans ces cas-là, donc j'ai fait parler, j'ai recueilli toutes sortes de discours, d'explications, de justifications des critères qui ont été observés. Et dans ces cas-là, il y a 3 valeurs qui, quoi qu'il arrive, restent toujours positives. C'est la valeur de cohérence, qu'on peut appeler aussi une valeur de rationalité, la valeur de justice et la valeur d'ordre. Bon, d'ordre au sens, il faut bien qu'il y ait un ordre et que les gens soient traités conformément à leur place dans la hiérarchie. Bon. Et là, elles sont intangibles, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais de justification publique par le désordre, par l'incohérence ou par l'injustice. Dans d'autres domaines, comme par exemple le patrimoine, j'ai réalisé, à la suite de mes enquêtes, que l'ancienneté et l'authenticité étaient 2 valeurs fondamentales qui ne pouvaient jamais être des antivaleurs, alors que toutes les autres valeurs utilisées par les chercheurs pouvaient se retourner en leur contraire. Et donc voilà, selon les domaines, on peut mettre en évidence l'existence de valeurs fondamentales qui sont très peu nombreuses par rapport aux valeurs que j'appelle contextuelles, celles qui sont vulnérables au contexte, qui elles sont beaucoup plus nombreuses. Alors, maintenant, ce que j'essaye de faire avec ce que j'ai appelé la grammaire axiologique, c'est de décrire les processus d'attribution de valeur à partir des éléments les plus nombreux et les moins... je vais vous expliquer, mais bon, voilà, la hiérarchie pour moi est très claire, c'est pyramidal, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, puis il y en a ensuite beaucoup moins. Ce qu'il y a en très grand nombre, ce sont des caractéristiques de l'objet évalué qui font qu'ils seront plus ou moins accessibles à l'attribution de tel ou tel critère de valeur. Bon, par exemple, la forme de cette table, bon, sa substance, etc. Bon. Donc ce sont des caractéristiques objectives et qui sont une sorte d'interface entre l'objectalité, si on peut dire, de l'objet et les processus mentaux et physiques par lesquels les acteurs s'emparent de ces qualités. C'est ce que James Gibson, dans sa psychologie de la perception, appelait une affordance et que Christian Bessy et Francis Chateaurenaud ont appelé des prises dans leur travail sur les experts et faussaires. Bon, c'est très important parce que ça nous permet de sortir de l'opposition objectivité-subjectivité et d'en sortir au profit d'une gradation du plus objectal, si on peut dire, du plus ancré dans l'objet, au plus mental, qui n'est pas forcément subjectif parce que c'est souvent très collectif. Donc on a un très grand nombre de prises qui deviennent pertinentes dès lors que les acteurs qui évaluent s'en emparent pour leur appliquer des critères. Par exemple, la symétrie d'une fenêtre est un critère qui va s'appliquer à la prise qu'est la forme de la fenêtre. Bon. Et ces critères, qui sont en grand nombre mais en moins grand nombre que les prises, sont donc des organisations mentales qui permettent de sélectionner, un critère c'est sélectionner, c'est choisir, sont donc des qualités qui vont être utilisées en situation d'évaluation pour accorder de la valeur à un objet.
Alors par exemple, la symétrie, la couleur pourront être des critères de qualité pour une architecture, pour un tableau, peu importe. Enfin, bon, alors nous savons tous que les critères varient énormément selon les contextes spatiaux et temporels. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Mais bon, peu importe. Et puis, on peut mettre en évidence le fait qu'un certain nombre de critères visent à établir la qualité de l'objet en question en fonction de son affinité avec un principe de jugement qui est cette fameuse valeur au troisième sens du terme, le principe axiologique, par exemple la beauté, hein, et que le sentiment de la beauté que nous avons dans un certain contexte, dans une certaine culture, etc., est un sentiment qui s'appuie sur un certain nombre de critères qui sont des qualités que nous estimons importantes et qui elles-mêmes s'ancrent dans les caractéristiques physiques, les prises de l'objet. Ça va ? Bon. Donc voilà, beauté, critères de beauté, prise. Alors, ces valeurs, elles sont quand même en grand nombre, loin de se réduire aux valeurs éthiques, comme le prétend souvent une partie de la philosophie morale, qui a tendance à faire une sorte d'équivalence entre valeurs et éthique. Nous avons des valeurs dans bien d'autres domaines que l'éthique. Nous avons des valeurs esthétiques, nous avons des valeurs de plaisir, nous avons des valeurs de jeu, nous avons des valeurs civiques, nous avons des valeurs mystiques. Enfin bon, il y a toutes sortes de valeurs. Et justement, j'ai essayé d'ouvrir le répertoire pour éviter cette association spontanée entre la valeur et l'éthique, même si, et ça je le montre dans la suite du livre, l'éthique est un élément absolument fondamental, puisque un très grand nombre de valeurs, c'est sans doute dans le registre éthique qu'il y a le plus de valeurs de type moralité, empathie, compassion, etc., qui viennent nourrir ce sentiment d'une forme de moralité. Et donc, pour y voir plus clair dans ce grand nombre de valeurs qui vont dans tous les sens, j'ai proposé de mettre en évidence l'existence de familles de valeurs, c'est-à-dire des valeurs dont on sent bien qu'elles ont quelque chose en commun, et que j'ai appelé tout simplement des registres de valeurs. Bon, par exemple, en matière esthétique, la valeur de beauté, la valeur d'art, la valeur du sublime, hein, on sent bien qu'elles ont quelque chose en commun, et on peut, grâce à notre connaissance de la culture que nous partageons, se dire, bah oui, on est dans quelque chose qui relève de l'esthétique. Bon. La valeur de moralité, que j'inscris dans le registre éthique, alors j'ai choisi des adjectifs, on peut les discuter, hein, mais peu importe, va recouvrir à la fois la moralité, mais aussi la décence, le respect des religions, la sensibilité à la souffrance, la compassion, l'empathie, enfin il y a toutes sortes, hein, il y a un répertoire de la moralité qui est extrêmement large. Et puis voilà, et j'ai trouvé 16 registres, hein, alors je les ai trouvés en travaillant sur mes objets préférés, l'art, le patrimoine, mais c'est une liste ouverte et je suppose qu'en travaillant sur des terrains très différents, on trouverait peut-être d'autres registres de valeurs. J'ai aussi travaillé sur la science, donc j'ai un registre épistémique pour faire plaisir là encore à Pascal Angèle, donc qui met en avant la valeur de vérité. Registre épistémique, registre esthétique, registre éthique, registre civique, registre esthésique du plaisir, hein, de la sensation, qui recoupe à la fois l'érotisme, la gastronomie, enfin toutes sortes de choses. Le registre fonctionnel de l'utilité, le registre technique de l'efficacité, le registre que j'ai appelé mystique de la sensibilité à la transcendance, l'inspiration, enfin toutes ces choses qui sont quelquefois subsumées sous le mot de sacré, mais c'est un mot que je trouve piégeux parce qu'il empêche de penser, parce qu'on croit savoir ce que c'est, donc je préfère l'éviter. Je ne les ai pas tous là, j'en ai oublié quelques-uns. Le registre ludique du jeu, le registre bien sûr économique du profit, ne l'oublions pas, parce que le profit peut être une valeur, même s'il est facilement disqualifiable en anti-valeur, notamment dans le monde de l'art, il peut aussi parfaitement être une valeur. Le registre que j'ai appelé réputationnel, faute d'un adjectif
qu'on puisse facilement construire sur le renom, ou qui recouvre à la fois le souci du renom, de l'honneur, de la réputation. Bon. Alors pour ceux qui connaissent le livre de Boltanski et Thévenot, Les économies de la grandeur, ils reconnaîtront dans mes registres certains de ce que Boltanski et Thévenot appellent des cités ou des mondes, puisque j'ai commencé à ouvrir ma réflexion au-delà de l'opposition entre éthique et esthétique qui m'avait vraiment occupée dans les années 80, grâce à leur travail qui propose 6 mondes ou cités, à partir desquels les acteurs peuvent justifier de leurs actions. Mais j'ai très vite réalisé, en travaillant notamment sur les rejets de l'art contemporain, que ce répertoire était insuffisant, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à coder tout simplement tous mes jugements de valeur que je récoltais en fonction de leurs 6 cités. En partie, je pense, parce que eux s'intéressent à la justification des actions, alors que je m'intéresse de façon beaucoup plus générale à l'évaluation des objets. Et en partie aussi parce qu'ils sont partis du monde de l'entreprise et que moi, je suis partie d'un autre monde qui était en l'occurrence les mondes de l'art. Donc on n'avait pas forcément les mêmes répertoires devant nos yeux. Et donc j'ai décidé de ne pas m'en tenir à leur répertoire et donc d'élargir mes registres. Je suis passée de 6 à 16 quand même, et simplement certains d'entre eux se retrouvent à avoir les mêmes dénominations parce que recoupent à peu près les mêmes valeurs, comme le registre domestique, qui est qui met en évidence la valeur de souci des liens familiaux, du respect des anciens. Voilà, c'est typiquement le registre domestique qu'on trouve aussi dans leur répertoire. Donc, registres de valeurs qui sont donc en beaucoup plus petit nombre que les valeurs, puisque, encore une fois, j'en ai trouvé une quinzaine. Et puis, je me suis aperçue que dans les valeurs que j'étudiais, il y en avait 4 que je ne pouvais pas affecter à un registre. Ça ne marchait pas. J'avais beau essayer de les coincer dans un registre, ça ne marche pas. Et elles valent en fait pour tous les registres. Alors, ces 4 valeurs sont la pérennité, l'universalité, la nouveauté et la rareté. Et on peut les prendre dans tous les registres, on les croise avec les différents registres, elles marchent dans tous les registres. Et j'ai réalisé qu'elles ont un statut ontologique un peu différent. C'est ce que j'ai appelé des amplificateurs de valeurs. Quelquefois, je les appelle des valeurs cardinales parce qu'elles sont 4 et fondamentales. Et donc, elles s'ajoutent à d'autres valeurs pour amplifier la valeur. Par exemple, si la beauté d'un objet est jugée pérenne, eh bien, ça va, donc l'idée que c'est une beauté qui traverse les âges, eh bien, ça va amplifier la valeur de beauté. Bon, pareil pour la nouveauté, pareil pour la rareté, pareil pour l'universalité. Et en travaillant sur ces 4 amplificateurs de valeur, j'ai réalisé qu'elles ont une double caractérisation, l'une spatio-temporelle, à savoir pérennité et nouveauté sont des amplificateurs dans l'axe temporel du temps, l'autre spatial, puisque rareté et universalité sont des amplificateurs dans l'espace. Mais par ailleurs, pour en comprendre le statut, il faut les croiser avec 2 autres propriétés que j'appelle des régimes de qualification, le régime de singularité et le régime de communauté. Alors les régimes, je les avais mis en place très tôt parce que j'avais réalisé que si on travaille sur l'histoire des qualifications artistiques, on s'aperçoit qu'entre l'âge classique et la modernité, picturale en tout cas, on passe de ce que j'ai appelé le régime de communauté au régime de singularité, c'est-à-dire d'une qualification qui, a priori, valorise tout ce qui est commun, standardisé, conventionnel, reproductible, multiple, à une qualification qui valorise au contraire tout ce qui est original, hors du commun, singulier, personnel, etc. etc. Et c'est avec évidemment la gloire de Van Gogh que j'ai réalisé comment ce basculement du régime de communauté au régime de singularité pouvait nous permettre de mieux comprendre ce qui se passait avec une personnalité comme Van Gogh. Et donc ce sont ces 2 régimes de qualification qui, croisés avec l'espace et le temps, vont nous donner le statut de la pérennité, à savoir l'amplification de la valeur temporelle en régime de communauté,
avec la nouveauté amplification de la valeur en régime de singularité, temporelle en régime de singularité, l'universalité amplification de la valeur spatiale en régime de communauté et rareté amplification de la valeur spatiale en régime de singularité. Voilà, vous faites un tableau à double entrée et vous obtenez ça, et ça m'a permis quand même d'éclairer un certain nombre notamment de controverses et de conflits et de débats sur les valeurs qui tout d'un coup deviennent beaucoup plus clairs une fois qu'on a en tête ce répertoire. Et en effet, je consacre un chapitre au conflit de registres de valeurs et j'analyse un certain nombre de cas, quelquefois pris à l'art et au patrimoine, mais quelquefois pris à d'autres domaines, où les choses paraissent tout d'un coup beaucoup plus claires dès lors qu'on met en œuvre ces outils. Par exemple, les conflits entre les anthropologues et les esthètes au moment de l'ouverture du musée du Quai Branly, les conflits autour de l'art contemporain, bien sûr, les mobilisations sur le paysage, par exemple, et toutes sortes de situations quelquefois cocasses, où on comprend pourquoi on rit parce qu'il y a une telle dissonance axiologique dans les registres employés que ça devient complètement incongru, ou même on comprend pourquoi on pleure. J'ai pris un exemple dont un récit qui me fait presque toujours pleurer, parce que là, il y a un malentendu de registre entre deux personnes qui les amène à pleurer toutes les deux, et le lecteur aussi se retrouve extrêmement ému. Je fais une parenthèse. Une grande propriété des valeurs, c'est qu'elles sont fortement connectées aux émotions. Donc ça a été très bien vu par certains philosophes, dont Pierre Livet, qui ont travaillé sur les valeurs comme indicateur, les émotions comme indicateurs de valeur. Une forte manifestation émotionnelle peut très souvent s'interpréter comme le signe qu'une valeur fondamentale a été transgressée. Et par exemple, l'indignation, les indignations collectives sont des manifestations de réaction à des transgressions de valeurs. Et à partir des réactions d'indignation, on peut remonter pour comprendre de quelle valeur il s'agit. Voilà, il y a bien sûr des objets frontières, c'est-à-dire des objets qui sont particulièrement vulnérables à des conflits de registres de valeurs. L'art contemporain, je ne le redis pas, les arts premiers, l'autofiction, avec ces conflits récurrents qui souvent emmènent les gens au tribunal entre la valeur d'intimité et la valeur esthétique d'expression littéraire. Voilà, on est toujours dans éthique-esthétique. Tous les cas de censure sont presque toujours des exemples de conflits entre registre éthique et registre esthétique, évidemment, et sont passionnants à utiliser de ce point de vue-là. Je passe sur les petits arrangements avec les valeurs. Nous avons tous des façons de négocier avec les injonctions normatives. Les valeurs sont avant tout des principes contraignants. S'il y a bien dans la vie sociale quelque chose qui permet une contrainte collective, ce sont les valeurs en tant que principes qui sont censés s'imposer à tous, que nous sommes tous censés suivre, et qui du même coup contraignent nos actions ou devraient les contraindre. Et lorsqu'elles ne les contraignent pas, il y a infraction aux valeurs, tout simplement, et quelquefois qui vont à la sanction en justice, puisque le droit entérine bien sûr notre répertoire commun des valeurs. Je vais quand même dire un mot de la conclusion. L'idée quand même que cette importance quotidienne des valeurs nous incite à replacer les valeurs au cœur de la vie sociale, ce que je crois la sociologie n'a pas assez fait jusqu'à maintenant, me semble-t-il, notamment parce qu'elles nous permettent de penser à la fois la dispute et à la fois le partage. C'est-à-dire que nous possédons tous, en gros, le même répertoire de valeurs, mais encore une fois, nous ne l'activons pas de la même façon selon les sujets que nous sommes, les objets qui sont face à nous et les contextes dans lesquels nous évaluons. C'est toujours cette triade objet, sujet, contexte qui fait l'opération d'évaluation, et qu'à partir de ce répertoire commun, ces différences de mise en œuvre nous entraînent des controverses, des dissensions, des disputes, et que si la sociologie, comme elle le fait beaucoup aujourd'hui, s'exerce à penser tout ce qui relève
de la dispute, de la dissension, des rapports de domination, des conflits, etc., il me semble qu'elle doit aussi se donner les moyens de comprendre le monde commun, ce qui fait communauté dans un monde, et je pense que les valeurs sont un excellent accès à cette question du partage d'un monde commun, même si nous y avons accès en général par des controverses, donc par des disputes. Je pense aussi qu'une caractéristique fondamentale des valeurs que Gérard Genette a parfaitement mise en évidence dans l'œuvre de l'art, c'est que pour fonctionner comme des valeurs, elles doivent à la fois être considérées par les acteurs comme universelles, absolues, on ne discute pas, c'est une valeur, c'est comme ça, et en même temps, ça n'empêche pas de constater qu'elles sont factuellement relatives au contexte dans lequel elles sont mises en œuvre. Donc il y a à la fois une relativité factuelle et une universalité normative, et c'est cette dualité qui est, me semble contradictoire bien sûr, qui est constitutive de la notion même de valeur, qui en fait le caractère assez difficile, qui fait notamment le fondement de débats sans fin lorsque une discussion sur les valeurs passe par la factualité, et c'est en général une impasse parce que ça n'est pas au nom d'un fait qu'on peut récuser une valeur. Je pense à la valeur d'égalité, mais on peut penser à d'autres cas. Et donc, je crois qu'il faut toujours avoir en tête cette dualité. Alors, avoir en tête cette dualité, pour un regard sociologique, ça signifie concrètement que le sociologue n'a pas à postuler l'universalité des valeurs, ça c'est aux acteurs de le faire, mais lorsqu'on décrit des systèmes de valeurs, on ne peut que remarquer que les acteurs y adhèrent comme à des universaux, mais le sociologue n'a pas à adhérer à cette croyance. Mais on n'a pas non plus à faire du relativisme, parce que dire ah bah oui, elles sont toutes relatives au contexte, donc finalement aucune valeur ne vaut et tout est relatif, c'est encore être sur un plan normatif et non pas un plan descriptif. Donc je crois qu'il faut bien faire la différence entre l'énoncé descriptif qui consiste à constater que les valeurs varient selon les contextes et l'énoncé normatif qui consisterait à en tirer la conclusion que toutes les valeurs sont relatives et donc il n'y a plus de valeur. Bon. Ce qui, à mon avis, est à la fois une faute de raisonnement, parce que c'est une confusion de l'énonciation descriptive et de l'énonciation normative, et c'est surtout une faute politique et morale, mais bon, ça, on peut en discuter. Donc, on en finit avec l'universalisme et on en finit avec le relativisme, et ça n'est pas un problème. Mon annexe est consacrée, mais je n'en parlerai pas, au thème humanité et sciences sociales à l'épreuve des valeurs, et j'ai essayé de faire une sorte de bilan de la façon dont la question des valeurs a clivé un certain nombre de disciplines, l'économie, la philosophie, la sociologie, entre des définitions contradictoires. Est-ce que les valeurs, il faut parler de valeurs ou est-ce qu'il faut parler d'intérêt? Ça, c'est une problématique sociologique et même post-marxiste. Est-ce qu'il faut parler de valeurs ou de normes? Beaucoup de sociologues préfèrent parler en termes de normes, et je trouve que c'est une erreur parce que les normes sont une prescription pour l'action fondée sur des valeurs, donc je pense qu'il est parfaitement légitime de remonter des normes aux valeurs. Est-ce que la valeur est intrinsèque ou extrinsèque à l'objet? Est-ce qu'elle est un fait ou une représentation? Est-ce qu'elle est objective ou subjective? Est-ce qu'elle est de l'ordre de la nécessité ou de la contingence, de l'universalité ou de la relativité? Est-ce qu'elle est rationnelle ou irrationnelle? Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui parce que je voudrais revenir à la question de la valeur grandeur, mais je vous laisse le découvrir. Et j'en reviens donc je fais un petit retour en arrière dans la deuxième partie sur le premier sens du mot grandeur, qui est le sens qui nous est le plus familier, ce que valent les choses. Je commence par remarquer qu'il y a différents objets d'attribution de valeur, et j'en ai trouvé 4. Il peut y avoir des choses, c'est-à-dire des objets inanimés matériels, il peut y avoir des personnes, il peut y avoir des actions, et il peut y avoir des états du monde, par exemple la paix. C'est en croisant
ces objets d'attribution de grandeur, avec les 3 formes d'attribution de grandeur que sont le prix, l'attachement et le jugement, que l'on peut replacer la dimension économique du prix dans un paysage plus général qui nous permet de constater que tous les objets d'évaluation n'acceptent pas n'importe quelle forme d'attribution de valeur et que notamment, si les choses acceptent parfaitement le prix, encore que, on va y revenir à certaines conditions, en revanche, il est beaucoup plus difficile d'attribuer un prix à une personne ou à une action ou à un état du monde. En revanche, personne, action, état du monde acceptent parfaitement des formes d'attachement ou des jugements de valeur. Nous ne cessons de faire des jugements de valeur. Et si l'on focalise sur cette circonstance très particulière qui est l'attribution d'un prix à une chose, et on voit bien que ce sont 2 cas particuliers, le prix étant une forme particulière d'attribution de valeur et la chose étant un objet particulier d'attribution de valeur, à ce moment-là, on se retrouve dans un paysage extrêmement familier qui est le paysage de l'économie et éventuellement de l'anthropologie. Et on voit comment fonctionne la valeur attribuée aux choses. Alors d'abord, pour là encore relativiser un petit peu la façon dont ça fonctionne, il faut avoir en tête, et ça les anthropologues l'ont bien montré, que les choses peuvent se retrouver dans des états très différents. Elles peuvent être des objets usuels, se retrouver en état d'objets précieux, à l'état de déchets. Et donc il y a une sorte de labilité de l'état dans lequel sont plongées les choses qui font que là encore, il y a une forte relativité contextuelle de la possibilité d'attribuer un prix à une chose, un prix, un attachement, une évaluation. Il faut aussi, et ça les anthropologues l'ont bien montré, réinsérer la question de l'attribution d'un prix à une chose dans une modalité plus générale qui est que certaines choses ne peuvent pas faire l'objet d'un prix tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas circuler. Alors, vous connaissez sans doute peut-être la tripartition que propose Maurice Godelier entre les 3 catégories de choses, les choses que l'on peut échanger, éventuellement contre de l'argent, les choses que l'on ne peut que donner et les choses que l'on doit conserver. Bon. Et il montre bien comment, dans les sociétés qu'il a étudiées, dans sans doute beaucoup d'autres sociétés, y compris la nôtre, on a ces 3 catégories de choses. Dans notre société, les choses qu'il faut conserver, c'est ce qu'on appelle le patrimoine. Il y a des choses qu'on ne doit pas vendre. Par exemple, le statut du sang est un bel exemple. En France, on peut donner son sang, mais on ne doit pas le vendre. Aux États-Unis, on peut le vendre. Et chez les Amish, on ne doit même pas le donner. Voilà. Donc, la même chose, si on peut dire, peut se retrouver dans différents États. Alors, c'est Annette Weiner aussi, chez les anthropologues, qui a bien mis en évidence la question de l'inaliénabilité. Il y a des catégories de choses qui sont inaliénables et donc qui échappent à l'appréhension proprement économique de la valeur de la chose. Bon, dès lors que la chose ne peut pas circuler, ne peut pas être échangée, ne peut pas être aliénée, bien évidemment, la question de l'affectation d'un prix se pose pas du tout de la même façon et même peut ne pas se poser du tout ou devenir extrêmement problématique. Et j'ajoute aussi, au-delà de l'inaliénabilité, la problématique de l'insubstituabilité, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de choses qui se manifestent par le fait qu'elles ne sont pas substituables, et c'est ce que j'avais appelé les objets personnes dans un article qui s'appelait « Les objets personnes, fétiches, reliques et œuvres d'art », et où je montrais que les reliques en tant qu'elles sont des morceaux d'une personne disparue, les fétiches en tant qu'ils agissent comme des personnes, et les œuvres d'art en tant qu'elles sont traitées comme étant insubstituables, partagent une propriété qui est ce que j'appelle la fonction personne, qui est évidemment la propriété par excellence des humains, mais qui peut devenir une propriété des choses ou des animaux, bien sûr, dans certains cas. Bon. Et donc, ces objets personnes se caractérisent par leur insubstituabilité. Ils ne peuvent pas être
autant une pièce de monnaie est parfaitement échangeable et substituable, autant la Joconde, par exemple, est insubstituable. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Bon. Et donc, dès lors qu'on introduit cette question de l'inaliénabilité et de l'insubstituabilité, à ce moment-là, on relativise encore plus la vision proprement économiste de la valeur, et on s'aperçoit que, étrangement, les choses auxquelles, dans notre société, nous accordons le plus de valeur sont des choses qui échappent à l'affectation d'un prix, donc qui échappent au domaine de l'économie. Ce sont les objets de patrimoine. Une fois qu'une œuvre d'art est entrée dans un musée, elle sort de toute possibilité de circulation, et donc, comme on dit, la Joconde n'a pas de prix. Et les objets personnes, qui ont un statut très particulier au regard de la possibilité de les échanger, et qui notamment ont des effets d'hypervalorisation du fait qu'ils sont insubstituables. Et on le voit bien dans les ventes aux enchères, on le voit bien dans les ventes d'autographes, etc. Et donc c'est un total renversement de la perspective économique classique, puisque le prix devient une caractéristique extrêmement banale de certaines choses plongées dans un état où ce sont en général des objets usuels qui sont considérés par les acteurs comme échangeables et substituables, ce qui n'est qu'un cas assez particulier et en général le cas des choses les moins valorisées. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que François ne va sûrement pas être d'accord. Est-ce que